Bonjour. Alors aujourd'hui, on va aborder la question du queer. Donc qu'est-ce qu'on entend par queer? Je vais tenter de vous faire un petit résumé, qui sera forcément assez subjectif, assez personnel, mais qui permettra, j'espère, d'éclairer un peu la question. Alors vous avez plusieurs approches. Vous avez la question politique, la question du combat qui date de 1969, notamment des émeutes du bar de Stonewall à New York en 1969, où pour la première fois convergent des luttes trans, lesbiennes, gays et bi. C'est à ce moment-là qu'on fonde le sigle LGBT pour qualifier les personnes qui ne sont pas hétéronormées. On institue la Pride, qui a été traduit en français par Marche des fiertés, et on l'appelle à ses débuts Gay Pride, toujours suivant l'idée bien ancrée que le masculin l'emporte sur le féminin. On n'est pas sorti de l'auberge à ce sujet, comme vous savez. Alors, deuxième approche, là je vais vite, hein, il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette approche, disons, politico-activiste, le combat politique pur, mais je vais surtout parler de l'approche intellectuelle parce qu'elle rejoint fortement le combat politique. Alors, le livre Gender Trouble, qui trouble dans le genre, de Judith Butler, date en américain de 1990, mais il a été découvert et étudié par Sam Boursier dès les années 90 en question. Alors, il a été traduit en français seulement en 2005, et à ce moment-là, il y a eu un essor plus large de la pensée en question qui repose sur l'idée de performance de genre, autrement dit, qui commence à décoller, si on veut, l'idée qu'on aurait une nature profonde et biologique, la femme, je suis la femme, qui sera en fait bon, rien de plus qu'une femelle de l'espèce dite Homo sapiens, et que bon, l'idée c'est donc de décoller cette réalité biologique de la réalité sociale qui fait que être homme ou femme dans une société, c'est pas forcément d'abord, ça ne recouvre pas le fait d'être mâle ou femelle, d'une part, et d'autre part, ça met en jeu bien d'autres choses que des simples comportements biologiques. Donc c'est cette façon, disons, de décoller un peu les deux réalités et de prendre en compte la dimension sociale de la performance de genre. Autrement dit, c'est une performance, c'est un ethos, hein, comme aurait dit Cicéron, c'est une posture, c'est quelque chose de social, c'est pas fondé en biologie, c'est extrêmement important, c'est une pensée assez déterminante. Alors, il n'y a pas que Judith Butler, il y a Teresa de Laurentis, il y a plein de personnes qui ont travaillé. Je simplifie abusivement. Et d'ailleurs, je simplifie aussi en parlant du zoo, c'est-à-dire que dès 1998, paraît dans les cahiers Gay Kitsch Camp, c'est le nom de la publication, un livre très rare aujourd'hui intitulé Q comme queer. C'est un ouvrage collectif signé Le Zoo, et ça c'est 1998. Autrement dit, vous voyez, c'est dans la période comprise entre l'apparition de Gender Trouble en 90 aux USA et la traduction en français de 2005. Alors, Sam Boursier, à ce moment-là, est fidèle à ses principes de militant, d'activiste, et il a immédiatement structuré en collectif la parole queer. Évidemment, on peut dire qu'aujourd'hui, certains militants et militantes ont un peu oublié ça. Il y a beaucoup de gens maintenant qui sont beaucoup plus, disons, individualistes, qui roulent pour leurs pommes, comme on dit. Bon, les temps changent, mais Sam Boursier écrit toujours pour sa communauté. Et son dernier ouvrage, La licorne qui pète, est écrit en résonance avec la communauté queer. Donc, vous voyez qu'à ce stade, l'approche intellectuelle est d'emblée politique. Je ne parle pas spécialement ici d'autres approches. Vous voyez, je simplifie, je simplifie. Il est évident qu'on peut revenir aussi sur les livres de Paul Preciado, etc., et puis Nathalie Magnan, dont je vais parler un peu plus loin. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'à ce stade, l'approche intellectuelle est d'emblée politique. Et c'est une chose que la fac supporte mal. Et pourtant, on le verra quand je vous présenterai un peu en détail le fameux livre, Un cul comme queer, du zoo un peu plus tard. La démarche du groupe, c'est vraiment d'inscrire le queer dans le domaine des savoirs représentés par l'université. Alors, vous voyez, en 98, la place du savoir, c'est encore l'université. Aujourd'hui, avec le développement d'Internet et tout ça, la question, puis les événements récents aussi, la question se pose, hein, où sont les savoirs
c'est la question du professeur Raoult. Finalement, je dis Raoult, je ne sais pas comment on dit, Didier Raoult, voilà. Bon, les revues scientifiques actuellement ridiculisent la science, elles se tirent elles-mêmes des balles dans le pied, si on peut dire. Et finalement, ce que dit Raoult en question, c'est que ça vaut plus rien et c'est relayé par les médias internautiques. Bon, c'est bien de dire ça, mais il y a quelle garantie? Vous voyez, quelle garantie? Comment? Je ne sais pas si vous avez remarqué que la plupart des blogueurs scientifiques ne connaissent pas un mot de ce qu'ils disent et sont en fait des acteurs. Enfin, il y a cette dimension-là hein, qu'il faut prendre en compte. Quelqu'un vous fait un discours sur la science et puis, en fait, c'est un acteur. Donc, c'est un problème quand même. Où est le savoir et comment peut-il se diffuser? C'est un problème qu'on se pose tous les jours. Est-ce qu'on doit écrire des livres, des articles dans des revues? Est-ce qu'on doit faire une vraie chaîne, hein, pas une chaîne pour les étudiantes comme je fais là, mais une vraie chaîne YouTube basée sur quoi? Alors, le CNRS a essayé, il y a eu la plateforme ouverte Cléo, qui est une plateforme, ça s'appelle hypothèse.org. Bon, ça offre une certaine garantie, de même revue.org. Ça, c'est des choses, vous voyez, qui ont une certaine consistance, mais enfin, malgré tout, la remise en cause d'aujourd'hui de la qualité des revues scientifiques qui se ridiculise elle-même, c'est quand même un problème. Bon, je ferme le problème sur ce point. Je voudrais surtout parler je reviens au sujet du queer. Alors moi, j'ai été intéressée à la fois par l'approche, disons, de Sam Boursier, parce qu'on s'aperçoit avec son approche, là encore, je ne vais pas résumer un bouquin qui fait 6 cm et demi d'épaisseur, Queer Zone, hein, la réunion de ces 3 livres principaux, Queer Zone 1, Queer Zone 2, Queer Zone 3. Bon, on ne peut pas résumer ça en 5 minutes, mais malgré tout, disons, pour le dire d'une façon un peu amusante, quand vous avez des manifestations maintenant, queer, il y a de tout. C'est-à-dire, il y a des hommes, des femmes, and the rest of us, comme dit Kate Bornstein, une militante trans, queer, activiste, donc a écrit des livres fort intéressants sur la question de l'identité de genre, en quelque sorte. Voilà. Donc, vous voyez, il n'y a plus le côté les femmes, les hommes. C'est peut-être ça qui est le plus intéressant dans le queer d'une façon, comment dire, un peu pratique, mais ça, je vais y revenir en troisième partie, comme on dit. Alors, je reviens sur Donna Haraway. Donna Haraway m'a passionnée. Qui c'est cette Donna Haraway? C'est une philosophe états-unienne dont le queer n'était pas du tout l'optique principale. Hein, quand elle a écrit ses articles, elle se préoccupait surtout de questions raciales et féministes. Et donc, quand elle a élaboré ce modèle de la cyborg, qui est le modèle qu'elle a élaboré pour réfléchir, c'est sa façon de réfléchir au queer. C'est à travers ce personnage de la cyborg, qui peut être assigné homme ou assigné femme, mais peu importe, ou assigné the rest of us. C'est la cyborg, c'est un personnage typiquement queer, mais qu'on va genrer au féminin, histoire de prendre un peu des vacances par rapport aux habitudes, disons. Et on verra en détail hein, cette histoire de cyborg. Alors, qui est cette Donna Haraway? Donc, c'est quelqu'un qui, a priori, ne s'intéressait pas tellement au queer, je ne pensais pas que ça pouvait être utile, mais qui a été ravi de voir que ses travaux avaient été étudiés dans cette perspective. Alors, la personne qui a introduit la première, disons, Donna Haraway, c'est une de ses collaboratrices, hein, quelqu'un qui a été son assistante en Californie, c'est Nathalie Magnan. Alors, c'était une activiste, elle est décédée de façon, comment dire, prématurée, mais donc assez jeune, hein, elle était née en 56, voilà. Donc c'est une activiste, enfin c'était une activiste, et elle était théoricienne cyberféministe. Vous voyez, elle était intéressée par le côté cybernétique et elle s'intéressait également énormément à la photo et au cinéma. Et dès 2002, elle a participé à la traduction de ce manifeste cyborg dont vous allez entendre parler en large et en travers dans ce cours. Donc elle a écrit, alors c'était avec Marie-Hélène Dumas et Charlotte Gould, et Nathalie Magnan, donc, elle a traduit Manifeste Cyborg, Science, Technologie et Féminisme socialiste à la fin du XXe siècle. Vous trouvez ça sur www.cyberféminisme.org. Ça date de 2002. Après ça, vous avez 2 livres en français. Vous avez une anthologie
qui date de 2007 avec des écrits de Haraway, qui sont extraits de plusieurs de ses livres. Vous voyez, c'est un peu un tutti-frutti de plusieurs livres, dont certains ont un titre imprononçable. L'histoire de Millennium at Onco Mouse, Modest Witness, rien d'y penser. Bon, le titre est un cauchemar. Enfin, bon, ça avait un sens à l'époque où ça a été écrit, d'écrire comme ça, sous forme d'adresse, vous voyez, avec un underscore à l'ancienne, si je puis dire. Bon, ça, c'est le livre de 2007. Et en 2009, vous avez la traduction intégrale du livre entier dans lequel figure le manifeste. Et on voit, en voyant cet ouvrage, préfacé par Sam Boursier et édité par Aurystel Bonis chez X, on voit que ce n'était en fait qu'un essai parmi d'autres. C'est-à-dire qu'on reviendra précisément sur ce point, mais Haraway avait d'abord publié séparément son essai en revue, et ensuite, elle avait fait ce qu'on appelle dans le métier cruncher. Alors, cruncher, c'est-à-dire vous prenez plusieurs articles, vous faites une préface et vous les crunchez avec une crotchette. C'est-à-dire vous les reliez, vous les agrafez en quelque sorte. Et ça se fait beaucoup parce qu'on rassemble ainsi des gros articles pour former un livre, parce que c'est plus pratique que d'aller courir dans les revues. Enfin, ça, c'était au temps où il n'y avait pas effectivement tout en ligne. Maintenant, comme tout est en ligne, peut-être cette tradition se perd. Mais c'est intéressant de voir que finalement, le manifeste Cyborg, c'est vraiment un essai parmi d'autres. C'est pas, il n'était pas destiné à devenir the texte, si je veux dire, enfin être pointé comme ça. Il était au milieu d'autres textes sur la question de l'immunité, sur le patriarcat de Teddy Bear, autrement dit le patriarcat de Nounours, par opposition au patriarcat cybernétique, qui est encore autre chose. Vous voyez, il y a tout un travail qui a été publié et le livre mériterait d'être lu. Bon, il est pour l'instant épuisé. C'est un peu dommage, mais bon, et quelqu'un me l'a piqué, et si la personne est là, qu'elle se dénonce et qu'elle me rende mon bouquin. Voilà, bon, je reviens sur les livres de Haraway intéressants. J'ai beaucoup utilisé aussi son reader. C'est le truc en anglais, vous savez, que font les auteurs, ou les autoristes plutôt, elles-mêmes, et ça a été le cas d'Haraway. Haraway a fait elle-même un reader, c'est-à-dire elle a choisi elle-même des extraits, commentés, etc. Et là-dedans figurent des interviews, et certaines sont tout à fait intéressantes pour le sujet dont nous allons nous occuper. Alors voilà pour, en gros, hein, pour Donna Haraway. Je vais finir sur la pratique la plus courante du mot queer, qui est l'approche, disons, usuelle, courante, enfin non spécialisée, disons. C'est la réunion qui peut paraître un peu fourre-tout, mais non, pas tant que ça, de toutes les personnes minorisées. Et le mot important, parmi le vocabulaire que je vais vous présenter rapidement, c'est minorisé. On va y revenir. Alors, vous entendez des mots comme hétéropatriarcat, les femmes qualifiées qui sont des hétéras. Vous voyez, elles sont hétéros, mais ce sont des hétéras, elles sont féminisées comme ça. Et aussi l'hétéronorme. Alors vous vous dites, oh là là, on en veut aux hétéros, au sens sexuel du terme. Et les gens, enfin, comment dire, le queer recoupe cette catégorie. C'est pas si évident. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est que récemment, il y a eu des queers qui se sont, comment dire, accusés d'hétérosexualité. Vous voyez, quelque chose comme ça. Il ne faut pas confondre les deux. Il ne faut pas confondre, je crois, la pratique sexuelle de l'hétérosexualité, qui est en soi une pratique sexuelle, vous voyez, et là encore, c'est un peu comme le genre et la biologie. Donc, cette pratique sexuelle et le fait elle est réputée être une norme extrêmement forte et importante et qu'on ne cesse de ressasser. Et c'est ça l'hétéronorme. Alors, je ne sais pas, penser je sais pas, aux séries coréennes, enfin n'importe quoi, n'importe quel film. Un homme rencontre une femme, l'homme, la femme, ah, le garçon, la fille, l'amour. Vous voyez, on vous matraque complètement avec ça. Alors, les films, les fictions, l'homme et la femme, la complémentarité de l'homme et de la femme, et autres âneries totales, ben ça, c'est l'hétéronorme. C'est-à-dire, c'est pas tant la pratique sexuelle elle-même que la norme qui résulte du fait que cette pratique sexuelle est extraordinairement valorisée par la société pour des raisons qui ne sont pas si obscures que ça et on va voir très vite apparaître. Alors, de quand date cette norme? A priori, elle daterait plutôt du 19e siècle. Je pense au Code Napoléon,
Alors, c'est pas Napoléon lui-même forcément, il devait être un sacré sexiste, ça c'est pas le problème, mais disons que son code reflète un état d'esprit d'époque qui traite la femme absolument comme une mineure et qui l'assujettit à un homme. Et ça, c'est un peu nouveau. C'était pas tout à fait pareil avant, disons. Elle se trouve assujettie en tant qu'épouse à un homme qui devient extrêmement, qui est investi d'une puissance extrêmement forte sur elle, sur les enfants, ce qu'on appelle entre guillemets dans le code Napoléon la puissance paternelle. Et finalement, ça sépare les femmes de leurs alliés naturels, de leur groupe, de leurs amis, de leurs cousines, de leurs tantes, enfin, du groupe des femmes, de leurs voisines, enfin, tout ce qui était en jeu avant, dans les époques précédentes, disons sous l'Ancien Régime. Et il y a un idéal qui commence à se fomenter, je dis bien fomenter, parce que c'est vraiment un idéal ultra pourri, c'est celui du couple. Alors le couple, on entend ça partout, sauvez votre couple, nanana le couple, nanana. Bon, cette espèce d'obsession, bon ben finalement on se rend compte que cette structure sociale a un usage, et là on en a déjà parlé, elle sert prioritairement les intérêts du capitalisme. Alors non pas naissant, hein, vous vous souvenez, il est né au XIIIe siècle, le capitalisme il est même né au XIe, mais enfin avec l'entrée en force de l'industrie, il est extrêmement ressurgissant. Alors comment on arrache les gens, bon, maintenant vous le savez, on arrache les gens à leur campagne, surtout à leur autogestion, disons, personnelle. On met un ouvrier qu'on paye bien avec sa femme qu'on paye mal, donc du coup si elle est ouvrière, elle est mal payée, donc elle a tendance à lâcher, à retourner à la maison et être du coup assujettie à un travail gratuit d'entretien du mec et de ses enfants. Les enfants portent le nom du père, ce ne sont pas les enfants des femmes, ce sont les enfants des hommes. Donc cette structure, élaborée au cours du 19e siècle, je crois qu'il faut comprendre le côté politique de l'affaire, c'est-à-dire que le travail gratuit des femmes aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, c'est des milliards et des milliards de dollars par an d'économiser pour le grand capital. Et donc, vous voyez comment l'enjeu c'est de comprendre que hommes et femmes ne sont pas des catégories biologiques, c'est des mâles et des femelles, oui, bon, pas des hommes et des femmes, mais ce sont des catégories sociales qui ont un usage bien précis, c'est qu'une de ces catégories doit travailler gratuitement pour nourrir, au-delà de l'opposition réputée exister entre hommes et femmes, pour nourrir le système capitaliste. C'est-à-dire qu'on est assigné homme ou femme pour des raisons de puissance économique sous-jacente et qu'il n'y a aucun fondement au binarisme, c'est-à-dire il y a deux sexes, il y a les hommes et il y a les femmes, ça c'est des âneries, parce que le but est de créer une opposition marquée par une asymétrie, c'est-à-dire on est assigné homme, c'est supérieur à être assigné femme. Alors, la question intersexe est posée par un bouquin traduit en français là aussi d'Anne Fausto Sterling, dans lequel elle écrit qu'il y a entre 2 et 20% de gens qui seraient biologiquement intersexes, mais qu'une fois qu'on commence à socialiser tout ce monde-là, les gens sont réassignés dans un sexe ou dans un autre, ce qui leur coûte beaucoup de souffrance et de douleur, soit dit en passant, et qui constitue une violence. Hein. Donc il y a tout un débat militant autour de la question. A-t-on le droit de faire ça à des gens, peut-être qu'ils ne sont pas conformes à ce terrible modèle de l'homme et de la femme qui est tellement important pour la société capitaliste. Et du coup, ben voilà, est-ce que vraiment on a le droit de faire ça au nom finalement du capitalisme, puisque c'est ça le fondement économico-politique qui est derrière. Alors, vous voyez comment tout ça, c'est très, très imbriqué, c'est-à-dire que on a de l'intellectuel, de l'historique, du militantisme, on a du militantisme, on a du politique, on a de l'activisme, on a de... C'est compliqué, c'est ça qui fait la complexité du queer. Mais on peut dire en gros, pour simplifier, que le queer englobe toutes les personnes minorisées. C'est pour ça que j'insistais sur ce mot hein, de minorisées. Alors, les personnes sont minorisées, donc soit à cause de leur orientation sexuelle, donc ça c'est les gays, les lesbiennes, les personnes bisexuelles, etc., soit à cause de leur changement de genre, pensez aux personnes trans, soit à cause de leur genre elles-mêmes. Ça, c'est les assignées femmes qui sont minorisées en tant qu'assignées femmes. Alors, ce qui me gêne, c'est qu'on dit couramment les genres et les orientations sexuelles, les genres et les orientations sexuelles. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas les genres et les orientations sexuelles. Il faut rajouter minorisées.
Sinon, ça n'a aucun sens. On est en train de décrire quoi? La diversité des genres. C'est comme si, je ne sais pas, une diversité d'assiettes dans un magasin d'assiettes. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est pour ça que le politique est tellement toujours là quand il s'agit du queer. Même si on n'est pas en train de contempler une collection charmante d'identité, de genre et de, d'orientation sexuelle, en se disant ah mon Dieu que c'est charmant, quelle diversité, etc. Donc voilà. Donc finalement, minoriser c'est un mot clé parce que ça ne veut pas dire minoritaire. Les femmes ne sont pas minoritaires, encore que peut-être elles tendraient à le devenir dans le monde, puisque vous avez des féminicides structurels. Dans certains pays, on tue les filles à la naissance, enfin même avant, avec l'échographie, on peut carrément les tuer dans l'œuf, si j'ose dire, du moins dans le liquide amniotique. Mais vous avez aussi des féminicides individualisés, comme c'est le cas par exemple dans notre pays de France, désormais qui admet parfaitement le viol et l'assassinat des femmes, qui trouve ça très bien. Et ça me permet de citer quand même une référence à Françoise Héritier, qui a été procurée par Florence Benoît, que je remercie. Nous sommes les seuls mammifères où les mâles tuent les femelles. Donc ça n'existe pas ailleurs dans le monde. Les mammifères, les mâles mammifères ne tuent pas les femelles mammifères. C'est uniquement les humains. Donc ça, c'est dans une interview de conférence de France Culture que vous trouvez sur www.franceculture, etc. Et le titre, c'est « Nous sommes les seuls parmi les espèces où les mâles tuent les femelles ». Donc Françoise héritier comme un héritier. Alors, il faut rajouter à la question du queer les questions des personnes racisées. Donc, je précise que ce n'est pas une injure. Quand on dit quelqu'un est racisé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne est maltraitée à cause de sa couleur de peau. Et vous avez d'ailleurs toute une galerie de mots ou un dérivé du mot grec phobos qui personnifie la peur en grec. Ce mot de phobos est placé en suffixe pour indiquer la discrimination. Donc, handiphobie, c'est la peur et la haine des handicapés, lesbophobie des lesbiennes, transphobie des trans, grossophobie des gros et des grosses, et il y a aussi la haine des vieux et des vieilles. Là, je ne sais pas le mot, mais il doit bien exister. Alors, vous voyez, linguistiquement, ici, on est entre la peur et la haine, c'est-à-dire qu'on a l'idée que la peur engendre la haine et que la haine engendre des souffrances chez les personnes discriminées par cette haine. Et ce qui est frappant, c'est que ces personnes sont désignées d'emblée comme des groupes. On dit les femmes, les noirs, les handis, et ça, c'est à cause, non pas d'Aristote lui-même, mais de l'aristotélisme. Donc je vais conclure sur ce point. Désolé, c'est un peu long, mais encore une petite conclusion sur Aristote et son importance. Ça me paraît important de réfléchir fondamentalement là-dessus, parce que c'est là que ça commence et c'est là que je crois qu'on peut vraiment avancer. Alors, avez-vous réfléchi à ça, à toutes ces oppositions de catégories qui structurent continuellement notre pensée? Et nous devons ce type de rationalisation du monde occidental à Aristote. C'est-à-dire que Aristote est la source de la violence des binarismes en tout genre, et pas seulement du binarisme homme-femme, mais aussi du binarisme noir-blanc, bleu-rose, oui-non, bien-mal, ville-campagne. Alors après, vous êtes chez Ikea, alors canapé convertible ou fixe? Ah ben, le convertible a ses qualités, puis le fixe aussi, mais vous pouvez aussi choisir de ne pas prendre de canapé. Vous voyez comment le binarisme a même une fonction marketing. On vous dit, vous avez le choix entre la machine à laver à chargement frontal et la machine à laver à chargement je ne sais pas quoi, et vous vous dites, ah, voilà, oui, donc c'est grave, hein. Pareil pour les éviers en inox et en porcelaine, pareil pour le cidre, ah, moi je veux du brut, ah, moi je veux du doux, le privé, le public, le thé, le café, la chemise de nuit contre le pyjama, le fromage contre le dessert, je ne sais pas encore, le chien contre le chat, le PC contre le Mac, la fille contre le garçon. Enfin bon, alors Aristote a fait beaucoup de mal à la pensée occidentale en clivant d'éternelles dichotomies, comme on dit. Et parce que le problème, c'est que ces dichotomies impliquent une hiérarchisation implicite. Et je finis en citant une œuvre de science-fiction de A.E. van Vogt qui cite Alfred Korzybski dans son introduction. C'est le cycle du A, avec un trait sur le A. Donc c'est le cycle du non-A, puisque le trait indique le non.
Alors, ce qui est intéressant, c'est la citation elle-même. Je cite, Aristote influença sans doute le plus grand nombre de gens qui ait jamais subi l'emprise d'un seul homme. Vous voyez le truc, l'importance énorme de la pensée d'Aristote. Et la dualité, qui est le fondement de cette pensée, suppose en effet une asymétrie. Dès que vous opposez deux choses, il y en a une qui sera considérée comme meilleure que l'autre. Vous avez toujours un élément inférieur opposé pour son plus grand malheur à un élément réputé supérieur. C'est ça le système d'Aristote. C'est pas seulement de dire oui, crayon contre stylo à bille, c'est de dire ah quand même l'un des deux est mieux. C'est-à-dire que l'asymétrie, L''A, est comprise dans le pack, si j'ose dire. Elle fait partie de ces structures d'opposition même. Alors, c'est là où ça m'intéresse bien, l'affaire des cyborgs, c'est que les cyborgs, elles sont au-dessus de ça. Elles ont balancé aux ordures les vieilles dichotomies, et vous lisez, je finis là-dessus, dans le manifeste cyborg. Ainsi, j'élabore mon mythe de la cyborg pour parler des frontières transgressées, des puissantes fusions et des dangereuses éventualités, sujet, parmi d'autres, d'une réflexion politique nécessaire que les progressistes pourraient bien mener. Donc, le truc, c'est ça. C'est-à-dire que le queer, c'est vraiment inextricablement un mélange de politique, de militantisme, de réflexion et d'action et d'activisme. Vous voyez, on est toujours à la frontière de tout ça. Merci beaucoup. À bientôt.